Vous savez sûrement, mais il existe des histoires qu'on n'ose même pas raconter à voix haute. Des récits qui hantent les forums, les vieilles archives oubliées et les coins sombres de notre imagination. Des légendes d'ailleurs si troublantes qu'elles finissent petit à petit par ressembler à la vérité. Ce soir les amis, installez-vous bien car on va s'attarder sur 3 d'entre elles. 3 récits hyper étranges qui défient toute logique. Un nom que vous ne devez surtout pas prononcer sous peine de le faire apparaître, 2 têtes de pierre posées innocemment qui semblent attirer quelque chose d'inhumain dans une maison tranquille, et une créature affamée tapie dans l'ombre qui ne laisse derrière elle que des corps sans vie et des regards figés d'effroi. Vous l'aurez compris, ce sont les petits synopsis avec de simples phrases de ces 3 légendes urbaines que je vais vous raconter. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir si vous, en commentaire là, vous avez déjà essayé de tester une légende urbaine pour voir si elle était bien réelle. Je prendrai du temps pour vous lire et d'ailleurs, j'épinglerai le rituel que vous avez fait chez vous, le plus chelou. Moi perso, j'ai fait la classique invocation dans les toilettes de l'école, Bloody Mary. Spoil, jamais rien de ces produits. J'ai jamais vu de fantôme. En 1920, à Alger, en Louisiane, un garçon était né albinos. Sa peau était blanche, tout comme ses cheveux, et ses grands yeux clairs reflétaient le ciel. Ce garçon était magnifique. Ses parents, dont personne ne savait rien, l'avaient abandonné à la naissance et il avait été donc confié après ça à l'orphelinat local. En grandissant, le garçon s'était alors révélé difficile et il avait commencé à se montrer plutôt violent. Certains enfants le craignaient, d'autres le tourmentaient. Il n'avait pas d'amis. Il avait essayé un beau jour de s'enfuir de l'orphelinat à plusieurs reprises, mais il avait toujours été retrouvé et ramené. Une nuit, alors que l'établissement semblait plutôt calme, il avait poignardé une infirmière avec une grande paire de ciseaux et plus personne n'avait jamais entendu parler de lui. Il vivait comme un vagabond, suivant les lignes de chemin de fer et sautant de train en train pour se déplacer. Laissant libre cours à son instinct, il avait commencé à tuer au hasard de ses rencontres. Des cadavres horriblement mutilés avaient été retrouvés dans tout le pays. Des rumeurs avaient alors commencé à courir sur un albinos qui était souvent observé sur les lieux du crime, le long des voies ferrées. Il était alors devenu une légende, une sorte de monstre dont on chuchotait le nom. Les témoins, pour la plupart des employés du chemin de fer, parlaient d'un homme. Mais était-il encore humain? Ces hommes-là le décrivent même comme un homme ayant le visage livide, avec de longs cheveux blancs et des lunettes noires. Il était toujours habillé de la même façon. Il portait toujours, été comme hiver, un grand manteau de pois et un chapeau à large bord. L'un de ses poignets était agrémenté d'un tatouage et dans sa main, osseuse et blanchâtre, il tenait un sac à bandoulière. Il lui servait en fait à transporter les langues et les globes oculaires prélevés directement sur ses victimes. Au fil du temps, sa vue s'était détériorée. Il était alors devenu aveugle et il avait commencé à développer certaines capacités psychiques. À chaque fois que quelqu'un pensait à lui ou disait son nom à haute voix, alors il l'entendait et il prenait un train pour se rapprocher de lui. Leurs pensées le guidaient comme un phare dans la nuit. S'ils arrêtaient de penser à lui, alors il les perdait. Pour l'aider alors dans sa tâche, il s'était fabriqué un compagnon, cousant littéralement les langues et les globes oculaires ensemble. Il avait réussi en fait à lui donner vie grâce à ses connaissances en magie noire, ou peut-être en vaudou. Personne n'en était sûr. Il l'appelait alors le Gloomsinger. Quand il arrivait dans une ville, où il avait été appelé, le Bye-Bye Man envoyait son chien maléfique sur le malheureux qui avait pensé ou parlé de lui. Certains ne savaient même pas d'où il connaissait son nom. Alors, une fois sa proie localisée, le Gloomsinger se mettait à siffler d'une manière particulière pour prévenir son maître. L'épouvantable créature se détériorait en permanence et le Bye-Bye Man devait tuer sans cesse pour se procurer les langues et les globes oculaires nécessaires à sa restauration. Mais où est le Bye-Bye Man maintenant? Demanda un soir Ellie. Chicago lui répondit aussitôt l'esprit du Ouija. Il vous connaît, il se rapproche. Alors complètement horrifiée, Catherine enleva précipitamment ses doigts de la planchette. Elle n'en pouvait plus de toutes ces histoires. Ils tentèrent alors de la raisonner, mais aucun de leurs mots ne put la rassurer. Alors comme elle refusait catégoriquement de continuer et qu'il n'avait de résultat qu'en sa présence, le Ouija retourna au grenier. Les 3 amis avaient été terriblement affectés par l'expérience. Toutes les nuits, d'abominables cauchemars les réveillaient. Ils étaient précisément tout le temps paniqués et en sueur à 3 heures du matin.
Un week-end, Ellie et Catherine se rendirent alors à un concert à Wausau, dans le Wisconsin. Ils marchaient le long du pont ferroviaire de l'île de Barker Stewart, plus connu sous le nom de Body Island, parce que les corps des bûcherons morts étaient autrefois lavés sur une rive en amont. Ellie se pose quelques secondes et ses yeux virent directement sur une tortue dans la rivière. Il décida alors de descendre pour l'observer de plus près, et Catherine l'attendit donc sur le pont. Mais en son absence, un sifflement strident se fit entendre, qui commence à se rapprocher, et elle pensa aussitôt au Bye Bye Man. Complètement terrifiée, elle se mit à courir à toute vitesse, et elle s'enfuit, sans même prévenir Ellie. Peu de temps après, Ellie et Catherine se séparèrent, et Catherine commença alors à sortir avec John. La nuit suivante, John dormait profondément, quand des coups sourds résonnèrent à sa porte. « Hey John, viens, on sort le petit déjeuner !» lui cria une femme depuis le couloir. Sa voix ressemblait étrangement à celle de Catherine. Il ouvrit les yeux. La chambre était toujours plongée dans l'obscurité. Troublé, il jeta alors un rapide coup d'œil à son réveil. 3 heures du matin. Un peu tôt pour aller prendre un petit déjeuner, non? Brusquement paniqué, il se leva précipitamment de son lit, mais dans son affolement, il se prit les pieds dans ses bras et s'effondra sur le sol. Une nouvelle série de coups retentit, et soudainement, il se souvient. Il se souvient que Catherine et Ellie se trouvaient dans la même ville que lui, dans le Wisconsin. Comme il était allongé, la tête tournée vers la porte, il distingua alors 2 ombres par l'interstice, une grande et une petite, 2 ombres qui ne ressemblaient pas du tout à Catherine et Ellie. Alors l'idée lui vint. C'était sûrement le Bye Bye Man qui venait le chercher. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Horrifié, il décida de ne pas bouger et d'attendre. Quelques heures plus tard, quand il se réveilla, les premières lueurs de l'aube éclairaient faiblement la pièce. Il gisait toujours sur le plancher, mais les ombres avaient mystérieusement disparu. Une dizaine d'années alors s'écoulèrent sans incident notable. Au début des années 2000, Ellie, qui avait pour habitude de raconter son histoire à ses amis, les nuits d'Halloween, finit par attirer l'attention de Robert Damon Schneck, un écrivain qui avait déjà rédigé plusieurs ouvrages regroupant des histoires vraies. Après la sortie de son livre, en 2005, l'histoire de Bye Bye Man se répandit alors sur les forums d'internet. Les émissions de radio ne faisaient qu'en parler dans leurs programmes, et les passionnés même du paranormal commencèrent de plus en plus à s'y intéresser. Le Bye Bye Man, comme on l'appelle, devint alors une légende urbaine, un peu comme le Slender Man. Alors, je vous ai vraiment résumé l'histoire de Catherine, Ellie et John, mais celle-ci pour le coup est bel et bien réelle. De nos jours, Catherine refuse catégoriquement de s'exprimer sur leur séance de Ouija ou sur le Bye Bye Man. Quant à John, lui, mène une vie plutôt banale en Amérique du Nord. Ellie est le seul membre du groupe à ne pas avoir eu d'expérience paranormale, et il vit maintenant à New York. Il est le fondateur de The Wild Crow Society, une association à but non lucratif qui vient en aide aux victimes de phénomènes paranormaux. Il possède chez lui toujours la planche de Ouija qui a servi à leur séance. Il l'a enfermée dans une cabane avec d'autres objets occultes, la barre à savon d'un évier hanté, un livre de magie noire et une lance maudite acquise auprès d'un anthropologue local. Personne ne peut dire si le Bye Bye Man est une réalité ou une légende. Des séances de Ouija ont bien été tenues, au cours desquelles son nom et son histoire ont été révélés. Cependant, rien ne prouve vraiment la réalité de son existence, bien au contraire. Monsieur Schneck a effectué des recherches, mais il n'y a jamais eu d'orphelinat à Alger, et il n'a pas trouvé d'informations sur un tueur en série officiant près des voies ferrées à l'époque indiquée. Il dit même ceci d'ailleurs: sans un orphelinat ou une preuve de meurtre, l'histoire semble être une invention. Mais qui l'a inventé alors? Et pourquoi? Monsieur Schneck doute alors de l'existence du Bye Bye Man, mais il prend néanmoins quelques précautions. Quand il pense à lui ou quand il en parle à la radio, il n'utilise pas son nom, seulement ses initiales, BBM. Il ne sait pas d'où vient le monstre, mais il se dit fasciné. En admettant que les faits se soient bien déroulés comme le prétend Monsieur Schneck, les explications sont peu nombreuses. Est-ce que alors l'inconscient collectif des 3 étudiants a pu créer cette créature, le Bye Bye Man? L'histoire a peut-être été inventée par l'esprit du Ouija, comme l'esprit de Patience Worth, qui avait prétendument dicté ses livres à Pearl Curran, ou par un esprit maléfique qui espérait ainsi les vulnérabiliser pour mieux les posséder? Ou alors, est-ce que le Bye Bye Man existe réellement? L'hypothèse est peu probable honnêtement, mais qui pourrait en jurer?
Le 9 décembre 1904, dans la ville anglaise d'Hexham, un loup s'en prit à un troupeau de moutons. Des hommes lancèrent une longue poursuite sur plusieurs kilomètres sans parvenir à le capturer. Le lendemain, The Hexham Courant, un journal local, fit apparaître un article alarmant intitulé « Un loup rôde aux abords d'Allendale ». Des éleveurs à Allendale, un village proche d'Hexham, ont déclaré que leur troupeau était si durement frappé qu'ils rentraient désormais leurs bêtes à la nuit tombée. Un de ces bergers a même retrouvé 2 de ses moutons attaqués, les entrailles de l'un pendaient hors de son ventre et il ne restait de l'autre que la tête et les cornes. Plusieurs bêtes même portaient des morsures au cou et aux pattes, caractéristiques des assauts d'un loup. Et ce même jour, l'animal revint hanter les alentours. Un groupe de villageois tenta alors de le capturer. Mais encore une fois, sans succès. Le loup du capitaine Blind, domicilié à Shotley Bridge, fut suspecté un temps. Mais toutefois, ce dernier n'était qu'un jeune spécimen, âgé de 4 mois, incapable de dévorer ses moutons entiers. L'inquiétude alors se propagea rapidement. Les femmes et les enfants furent sommés d'éviter les sentiers isolés et de regagner leur foyer avant la tombée de la nuit. Des lanternes furent allumées et gardées allumées jusqu'au matin, dites-vous, pour repousser la bête. Mais ce n'est pas pour autant que les attaques ne vont pas se poursuivre, elles vont amplifier. Le 15 décembre, une célèbre meute de chiens de chasse, menée par le limier monarche, tentèrent de suivre la piste de l'animal. Mais bon, encore une fois, aucune trace. Malgré leur effort, de nouvelles carcasses ensanglantées furent retrouvées, témoignant de sa présence continue. Le 20 décembre, les éleveurs se rassemblèrent et mirent à prix la tête du loup, 5 livres de récompense. Le 29, 2 hommes réussirent à le pister, mais il prit la fuite d'un bond agile par-dessus un mur. Et alors le 31, des femmes et des enfants l'aperçurent dans un champ et le firent fuir en poussant des cris de panique. Pourtant, les descriptions de la bête divergeaient vachement. Certains la voyaient noire, d'autres cuivrée, ou encore gris foncé, voire gris clair pour certains. En réaction, les habitants alors formèrent un comité du loup d'Hexham, qui organisa de multiples battues. Et malgré des observations fréquentes, la créature parvenait toujours à échapper aux chasseurs et à leurs fusils. Mais bon, face à l'inefficacité générale, les membres du comité firent appel à un certain Bredick, un pisteur indien renommé. Lorsqu'il fut interrogé par le Newcastle Evening Chronicle, il affirma qu'il retrouverait la bête grâce à la science. Pourtant, malgré son assurance, il échoua. Il avait même tenu d'ailleurs ces propos-là. Ce loup ne laisse ni trace, ni odeur. C'est impossible. Était-ce vraiment un loup ? Le 7 janvier 1905, des ouvriers travaillant sur une voie ferrée découvrirent le cadavre d'un loup coupé en 2 par un train, à environ 48 km à l'ouest du Hexhamshire. Alors après ça, ils l'enterrèrent, mais après en avoir parlé au chef de la gare de Kennington, ils le déterrèrent et ramenèrent la dépouille en ville. Le capitaine Bain accourut, mais constata que l'animal était trop vieux pour être le sien. Le loup devint rapidement alors une attraction. Des curieux accoururent pour le voir, certains même offrant jusqu'à 40 livres pour voir sa tête. Mais des offres qui seront rejetées. Le corps fut finalement expédié à l'inspecteur des chemins de fer de Midland et exposé dans une salle à Derby. Mais The Hexham Courant précisa que ce loup n'était pas celui d'Allendale. Des preuves irréfutables démontraient en fait que la créature courait toujours. Pendant ce temps, un journal londonien, The Beatstander, évoqua les ravages causés par le loup d'Hexham. La presse locale rapporta prudemment des extraits sans confirmer ni démentir. Le 21 juillet, on annonça alors que des chiens avaient été envoyés en forêt, mais le gel empêcha la chasse de progresser. Plusieurs témoins, dont un facteur, affirmèrent pourtant avoir vu la bête. Les attaques devinrent ensuite de plus en plus rares, jusqu'à tomber dans l'oubli. Jusqu'en 1971, un après-midi de février de cette année-là, Colin Robson, âgé de 11 ans, désherbait le jardin familial au 3 Ready Avenue à Hexham, lorsqu'il mit au jour une petite pierre arrondie de la taille d'une balle de tennis. En la nettoyant, il fit apparaître un visage sculpté au trait grossier. Il appela aussitôt son frère Leslie, qui l'observait depuis sa fenêtre, et les deux alors se mirent à fouiller le jardin. Bientôt, Leslie trouva une seconde tête. Toutes deux, vaguement sphériques,
Elles comportaient en fait à leur base une excroissance, comme si elles avaient été fixées à un socle ou un corps. La première, gris vert, lourde et incrustée de cristaux de quartz, affichait des traits masculins et des cheveux plaqués. L'autre, aux yeux exorbités et au nez crochu, semblait porter une coiffure nouée avec 2 touches de rouge et de jaune. Pour les enfants, elle ressemblait à une sorcière. Après les avoir nettoyées, ils les rapportèrent alors à la maison et d'étranges phénomènes commencèrent. Les têtes semblaient tourner d'elles-mêmes durant la nuit. Des objets se brisaient sans raison, des bouteilles explosaient et des bibelots se retrouvaient même en miettes. Une nuit, l'une des filles de la famille, avec sa sœur, vit tomber sur son lit une pluie de fragments de verre. Traumatisée, elles demandèrent alors à changer de chambre. Une voisine, Madame Helen Dowd, vécut un épisode encore plus troublant. J'étais allé dormir avec mon fils malade dans la chambre des enfants. Il ne cessait de dire qu'on le touchait. Et soudain, j'ai vu une silhouette. Elle s'est approchée et j'ai senti ses mains sur mes jambes. Puis elle est sortie à 4 pattes. On a hurlé. C'était une créature mi-homme, mi-animal. La nuit précédente, elles avaient entendu des bruits étranges provenant de la maison des Robson. Sa propre porte d'entrée s'était retrouvée ouverte. Un voisin, lui aussi, parla de hurlements, semblables à ceux d'un loup-garou. Et peu de temps après ces événements, la famille Dodd fut relogée. Les rumeurs se mirent alors à circuler très vite. Les pierres surnommées le garçon et la fille furent alors confiées à l'abbaye d'Hexham, puis au musée des antiquités, et enfin à l'experte en artefacts celtiques, le docteur Anne Ross. Elle conclut qu'elle datait d'environ 1800 ans, probablement utilisée dans des rites celtiques. Peu de temps après, comme les autres familles qui ont été victimes d'événements paranormaux, des événements étranges et plus que dérangeants commencèrent. Et elle le raconte très bien d'ailleurs. Une nuit, je me suis réveillé glacé d'effroi. Une silhouette noire, mi-homme, mi-loup, d'environ 2 mètres, se tenait dans l'embrasure de la porte. Je l'ai vue nettement. Puis, elle a disparu. Et sans réfléchir, je l'ai poursuivie. Je ne comprenais pas pourquoi j'agissais ainsi. Et lors d'un voyage, leur fille Bérénice, restée seule, vit elle aussi la créature. Elle venait de rentrer et une bête noire, proche d'un loup-garou, a sauté par-dessus la lampe. Elle a suivi l'animal jusque dans la salle de musique, mais il s'était volatilisé. Elle a alors été prise de panique. Le loup-garou se manifesta encore, souvent dans les escaliers. Il courait, sautait la rambarde ou faisait claquer les portes. Le docteur Ross, invité sur la BBC, parla d'un esprit malveillant lié aux têtes. Même son mari, habituellement sceptique, ressentait sa présence. Mais bon, finalement, elle décida de s'en débarrasser, ainsi que de toute sa collection. Dès qu'on les a emportés, tout le monde a senti un soulagement. Le British Museum les exposa un temps avant de les retirer complètement face aux nombreuses plaintes. Les têtes furent étudiées. Dearman parla de moulage et le docteur Robson estima qu'il s'agissait de ciment. En 1972, un ancien habitant de la maison, Desmond Grady, déclara dans The Evening Chronicle qu'il les avait fabriqués en 1956 pour juste amuser sa fille. Et rien d'autre. Il en réalisa même 2 nouvelles pour le prouver. Alors avait-il mystifié tout le monde? Et dans ce cas, comment expliquer les phénomènes étranges? En 1977, le chimiste Don Robbins, convaincu que les têtes contenaient du quartz capable de stocker des images du passé, les conserva un temps. Et il avait raison de faire ça car son chien mordit très vite l'une d'elles. Il les confia ensuite à un certain Frank Hyde. Frank qui était d'ailleurs connu pour être un radiesthésiste reconnu. Pour vous la faire simple, c'était une personne qui était très connue pour être sensible aux personnes, aux radiations des gens, mais aussi aux radiations des objets. Finalement, un peu comme un médium. Et après qu'il les ait données à Frank, ces 2 petites statues, elles disparurent à jamais. Plus personne n'a pu mettre la main dessus. Dans les hauts plateaux désertiques du nord du Chili, une série d'attaques nocturnes sanglantes a semé la panique parmi les éleveurs. Plus d'une 50aine de jeunes alpagas et lamas ont été retrouvés morts, vidés de leur sang. Pourtant, on retrouve des marques de perforation étrangement précises au niveau du thorax. Pour les villageois de Colchan, non loin de la frontière bolivienne, le coupable ne faisait aucun doute. Le Chupacabra. Cette créature mythique venue sucer le sang des bêtes.
Déconcertés, les autorités locales et les vétérinaires ne sont pas parvenus à identifier le prédateur responsable. Les blessures infligées aux animaux ne ressemblaient à rien de connu dans la région. Les pumas et les renards, habituels chasseurs de ces terres arides, s'en prennent généralement au cou de leur proie et laissent des traces de lutte. Alors que là, c'était complètement différent. Ici, les morts étaient propres, carrément chirurgicales, et les carcasses demeuraient intactes, enfin à l'exception de 2 petites plaies. Face à cette énigme, le maire de Colchán, Javier García Choc, sollicita alors l'aide d'une vétérinaire locale, Andrea Nieto. Après avoir examiné les cadavres, celle-ci déclara « Il ne s'agit ni d'un puma, ni de renard, ni même de chien sauvage. Il n'y a que 2 petits trous visibles, bien espacés, placés dans la région du thorax. Aucun autre signe de morsure, ni de déchirement. La taille et la disposition des crocs indiquaient alors une mâchoire étroite, différente des animaux présents dans la zone, différente des prédateurs locaux. Elle exclut aussi l'hypothèse des chauves-souris, beaucoup trop petites pour causer de tels dégâts. Pour les habitants, l'explication rationnelle ne suffisait pas. Les témoignages des éleveurs se recoupaient. L'agresseur frappait uniquement la nuit, ne laissait aucune empreinte et n'emportait jamais les corps. Juan Choc, un fermier endeuillé, confia même ceci. Au début, on a cru à un déséquilibré, mais ensuite, les cadavres ont continué à apparaître. Trop nombreux, trop étranges. Il évoqua la rumeur d'un chupacabra blessant des gens dans le sud du pays. Depuis, on a installé des lumières à panneaux solaires autour des enclos pour essayer de le tenir à distance. Un autre agriculteur, Luis Choc, fit remarquer que la créature ne s'attaquait pas à la chair ou aux organes. Elle fait un petit trou toujours au même endroit. Pas de chair arrachée, pas de traces de lutte. Même les mères ne défendent pas leurs petits. C'est comme si les bêtes étaient paralysées face à ce qu'ils voyaient devant eux. Le Service national de l'agriculture et de l'élevage, le SAG, dépêcha alors des agents pour inspecter les lieux. Mais malheureusement, dans les 2 cas les plus récents, les corps avaient été déplacés après la mort, rendant toute analyse de terrain difficile. Des caméras infrarouges furent alors installées autour des fermes, dans l'espoir peut-être de filmer le mystérieux prédateur en action. La figure du chupacabra, ancrée dans le folklore latino-américain, remonte à la fin des années 90. D'abord signalée à Porto Rico, la créature est décrite comme possédant des yeux rouges luisants, des crocs proéminents et une démarche bondissante. Elle aspirait apparemment le sang de ses victimes, d'où son nom. Chupar, aspirait, et cabra, chèvre. Depuis, des signalements ont été faits un peu partout dans les Amériques, jusqu'en Russie dites-vous, et au Kazakhstan. En 2016, les villageois ukrainiens auraient même capturé un spécimen qu'ils accusaient de décimer leur chapelle. On s'est bien diverti, maintenant, trouvons le rationnel dans tout ça et essayons d'évoquer des théories et des hypothèses. Plusieurs pistes ont été envisagées pour expliquer les attaques de Colchán, chacune plus ou moins plausible. Est-ce qu'on ne serait pas face à une mutation animale inconnue? Certains biologistes suggèrent l'émergence d'une espèce inconnue ou mutée, peut-être échappée d'un laboratoire clandestin. L'absence d'empreintes, la précision chirurgicale des morsures et l'absence de chair consommée évoqueraient alors un comportement différent des carnivores classiques. Ou alors est-ce que cela ne serait pas un prédateur extraterrestre? Bon là vous l'aurez deviné, c'est une théorie beaucoup plus audacieuse, mais souvent citée dans de nombreux milieux ufologiques. Beaucoup disent que le chupacabra est d'origine extraterrestre, envoyé pour prélever du matériel biologique. Les blessures nettes, comme le rapportent les faits, rappellent certains récits de mutilation animale liés à des ovnis. Mais ça ne peut pas être que paranormal. On peut aussi expliquer ça comme un phénomène psychique collectif. Certains psychologues avancent qu'il pourrait s'agir d'un cas de panique morale, une psychose collective alimentée par la peur, les rumeurs et la mémoire du mythe. Ce genre de phénomène est bien documenté dans l'histoire humaine, mais il n'explique là pas les blessures réelles ni les cadavres. Est-ce qu'on ne serait pas face à une organisation criminelle ou sectaire? Cette théorie envisage l'implication d'un groupe opérant la nuit, pour des rituels ou des expériences. La répétition des blessures pourrait indiquer un schéma ritualisé. Une hypothèse, je vous l'accorde, extrêmement inquiétante, mais jamais totalement écartée dans les cas d'animaux mutilés. Le retour du mythe incarné. Pour les habitants, il ne fait aucun doute que le chupacabra est bien réel. Pour eux, la créature n'est pas un mythe ni une hallucination. C'est une présence ancestrale en fait, peut-être réveillée ou attirée par un quelque déséquilibre dans l'environnement. Aujourd'hui encore, l'énigme reste entière. Aucun prédateur identifié, aucune empreinte et des caméras toujours muettes. La peur, elle, continue de rôder dans les montagnes de Colchán.
là où des nuits sombres, glaciales et désormais hantées. Bon, j'espère les amis que ces histoires vous auront plu, à prendre évidemment avec des pincettes. Ces histoires restent quand même des légendes. J'en connais ici, comme moi d'ailleurs, qui vont se chier dessus dès qu'ils entendront un prochain sifflement dehors, quand ils se baladeront à côté d'une voie ferrée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je refasse des légendes urbaines. Je le verrai évidemment aux likes, aux abonnements et à vos commentaires, donc n'hésitez pas à me le faire comprendre tout bonnement. Si vous avez encore envie d'écouter des histoires que vous êtes tranquillement posées et que bon, pour vous ça vous a pas assez suffi, vous inquiétez pas, j'ai une solution pour vous. Vous avez paf, une playlist podcast juste ici, qui vous met toutes les vidéos de la chaîne, toutes les histoires que j'ai pu raconter, et bordel, ça commence à en faire des histoires, et ici une vidéo dans le même style où je raconte 5 histoires un peu bizarres, paranormales, qui défient toute logique, qui semblent vraiment réelles. Enfin bref, ça ce sera à vous d'en juger. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, bonne nuit à ceux qui vont dormir, bonne nuit quand même à ceux qui restent pour regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous aime terriblement, merci de me suivre, et on se dit à très vite pour de prochaines histoires. Salut.